Hello les rôlistes! Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui est un vieux jeu, parce qu'il est sorti en 1986. Mais c'est tout simplement un de mes jeux de rôle préférés. D'ailleurs, je l'ai acheté en 1986. Et en 2023, je le masterise encore. Donc, c'est dire à quel point je trouve que c'est un jeu d'extrême qualité, malgré sa simplicité apparente. Alors, on va le détailler un peu. Et puis on va détailler aussi deux des trois suppléments qui sont sortis pour cette première édition à l'époque, parce qu'il y a eu deux éditions de Ghostbusters. Celle-ci est sortie en 1986, donc c'est un jeu qui a été publié par West End Games à l'époque sous licence Columbia, puisque le film était produit par la Columbia, qui appartient depuis à Sony. Et puis avec un design Chaosium. Chaosium, on le sait, hein, ce sont les éditeurs de l'Appel de Cthulhu, entre autres, ainsi que RunQuest, que le Basic Roleplay, enfin que un tas d'autres choses hyper connues en termes de jeux de rôle. Donc ça, c'est l'édition de 86, qui est sortie 2 ans après la sortie du premier film, donc qui a capitalisé sur le succès énorme, le succès colossal de Ghostbusters en 84. Moi, je l'avais vu en salle à l'époque, j'avais 12 ans, et ça m'avait énormément marqué, d'où d'ailleurs mon amour pour le jeu de rôle, parce que avant tout j'ai l'amour du film. Et surtout, le film avait eu un succès absolument phénoménal, qui est pour ainsi dire comparable au succès qu'a eu Avatar il y a quelques années. En tout cas, au niveau culture populaire, ça a été vraiment quelque chose de très important, ou un peu à l'image de la Batmania en 89 aussi, quoi. Alors, il y a un deuxième jeu de rôle qui est sorti, enfin plutôt une deuxième édition, qui remonte celle-ci à 1989, qui est sorti, alors c'est toujours West End Games, hein. Comme vous le voyez, le logo a changé, tout simplement ici c'est le logo de Ghostbusters 2. Cette seconde édition est sortie à la fois pour surfer sur le succès du film, de Ghostbusters 2, puisque Ghostbusters 2 est sorti en 89, donc le jeu est sorti la même année, et puis aussi parce que suite à la sortie de la première édition, il y a quelques rôlistes qui s'étaient plaints en disant que le système était un peu trop simple et qui souhaitaient quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Bon, on le verra. Moi personnellement, c'est pas du tout mon avis. Je continue à jouer, même si j'aime bien les règles de Ghostbusters 2, qui sont pas sensiblement différentes de celles du premier Ghostbusters. Je continue à jouer avec les règles de la première édition parce qu'elles me paraissent particulièrement suffisantes. Donc on va rentrer un petit peu dans les détails, on fera le comparatif un peu plus tard. En fait, dans une deuxième vidéo, je vous présenterai Ghostbusters International, donc la version de 90. Pour l'instant, on va s'arrêter sur la première version, la version originale de 86. Alors, les auteurs de Ghostbusters, A Frightfully Cheerful Role-Playing Game, donc un jeu de rôle terriblement ou horriblement guilleret, horriblement joyeux, ainsi est le sous-titre du jeu. C'est un jeu qui a été écrit par trois personnes dont vous n'avez strictement jamais entendu parler. Sandy Peterson, Lynn Willis, Greg Stafford. Alors, les trois sont des transfuges de Chaosium, puisque c'est un design Chaosium sous publication West End Games. Rappelons-le, West End Games, ce sont quand même les gens qui nous ont sorti Star Wars D6, ce sont les gens qui nous ont sorti Torg, ce sont les gens qui nous ont sorti Paranoia, ce sont les gens qui nous ont sorti aussi le nettement moins fameux Price of Freedom. Il y a même eu une version d'Indiana Jones en jeu de rôle qu'ils ont faite de mémoire, mais qui a eu très peu de succès, un succès confidentiel. Je crois qu'ils ont fait un jeu de Men in Black aussi. Mais c'était une super boîte de jeux de rôle dans les années 80 et début des années 90. Alors, si on reprend Sandy Peterson, Lynn Willis pardon, et Greg Stafford. Greg Stafford, c'est l'auteur de RunQuest, rien que ça. Et puis de mémoire aussi, il a pris une partie très active dans le Basic Roleplay. Lynn Willis, c'est ni plus ni moins qu'un des co-auteurs de la fameuse campagne Les Masques de Nyarlathotep. Et Sandy Peterson, qui est certainement le plus connu, c'est ni plus ni moins que l'auteur de L'Appel de Cthulhu, qui en est dorénavant à sa 7e version, à l'heure où je filme cette petite vidéo. Donc, voilà pour le pédigré des auteurs. Donc on pouvait s'attendre qu'à de l'exceptionnel avec des gens pareils. Et leur qualité, ça a été de réussir à faire de l'exceptionnel dans l'insimplicité, ce qui n'est pas obligatoirement compatible ou ce qui n'est pas obligatoirement très simple à réaliser. Donc c'est un jeu qui est très pur parce que très simple au niveau du système de règles. Son autre particularité en termes de système de règles, c'est que c'est le tout premier jeu à utiliser le système de D6 qui a été popularisé juste après par Star Wars, hein, où on a un pool de D6 qu'on lance et pour lequel on doit effectuer un résultat qui est supérieur ou égal à un niveau de difficulté. Et ben c'est pas Star Wars qui l'a lancé, hein, qui est donc Star Wars qui a été publié par West End Games, mais c'est Ghostbusters
qui l'a initié de mémoire 2 ans plus tôt, parce que je crois que Star Wars est sorti en 88. Voilà, alors on va ouvrir cette boîte, on va voir ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Tadam! Alors, il y a ces grosses cartes. Je pense que c'est un des premiers jeux de rôle, peut-être le premier d'ailleurs, qui a été édité avec un système de cartes, et je vous parlerai des cartes un peu plus tard. Des grandes cartes, des petites cartes. Il y a aussi des dés. Alors vous voyez qu'il y a 2 types de dés, hein. Il y a des D6 standards, comme je l'ai dit, c'est un système D6. Et puis il y a ce D6 un peu particulier qui s'appelle le Ghost Die en anglais, donc le dé fantôme. Bon, le mien est particulièrement passé parce que je l'ai utilisé avidement depuis 1986, mais à la place du 6, il a ce petit logo Ghostbusters, donc je vous expliquerai le système un peu plus tard. En termes de contenu, au-delà de ça, on a un petit booklet, donc un peu vieilli, encore une fois 1986, qui est un dossier de référence avec 4 parties. Voilà, le dossier de référence A, dossier de référence B, dossier de référence C et dossier de référence D. Donc c'est une présentation succincte et puis aussi quelques aides de jeu qui peuvent aider dans le cadre d'une introduction. Ici, on explique, voilà, le jeu de rôle c'est quoi, de quelle façon je gagne, etc. Et puis là, il y a des règles très basiques de création, hein, qui permettent, et puis de création, et puis d'utilisation des règles, qui permettent pour un joueur d'avoir une idée très générale, très basique, de la façon dont ça fonctionne. C'est bien évidemment pas suffisant pour le maître de jeu. Et puis au dos, on a ce courrier, hein, qui est une lettre qui a été écrite par Louis Tully. Donc pour ceux qui se souviennent du film, Louis Tully, c'est le maître des clés de mémoire. Voilà, c'est le petit personnage qui est interprété avec énormément de malice par Rick Moranis, et qui finit, dans le contexte du jeu, par être le directeur financier de Ghostbusters International. Alors si justement on fait un petit peu de présentation du lore, entre guillemets, donc on est dans l'univers des films, encore une fois, ce jeu est sorti en 86, donc uniquement 2 ans après la sortie du premier film, donc il faut complètement voilà, oublier Ghostbusters 2, Afterlife, etc. etc. On se trouve juste après ce qu'on appelle l'incident de Gozer, donc après 1984. Et le business de Ghostbusters a connu un tel succès et une telle renommée internationale, car ils ont permis d'éviter l'apocalypse, qu'ils ont monté une nouvelle société qui s'appelle Ghostbusters International, qui est toujours à New York, mais qui n'est plus dans les locaux qu'on voit dans le film, et où en fait ils ne font que de la gestion de développement de franchise. Ils franchisent le concept de Ghostbusters à travers le monde. Donc l'idée du jeu était de dire, eh ben, les joueurs peuvent interpréter des personnages qui vivent dans leur propre ville. Ok, donc je sais pas, vous êtes de Tourcoing, pourquoi pas, vous ouvrez une franchise Ghostbusters à Tourcoing, Ville Lumière, et là peuvent s'y dérouler les aventures de votre franchise. Qui plus est, les scénarios sont conçus pour ne pas, dans la plupart des cas, hein, c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, ne pas citer véritablement d'endroits, mais plutôt de mettre en place des endroits génériques qui permettent ainsi de situer le scénario un peu où vous le souhaitez. Bon, ça n'est pas véritablement le cas pour Hot Rods of the Gods, là le deuxième scénario qui est sorti, mais je vous en parlerai un peu plus en détail parce que c'est un véritable chef-d'œuvre ce petit scénar. Voilà. Donc, le courrier qu'il y a ici, c'est en fait la lettre qui est envoyée par Louis Tully, hein, qui est une sorte de circulaire, pour vous féliciter d'être la énième franchise de Ghostbusters. C'est un petit peu votre courrier de bienvenue. Donc ça, c'est pas mal de le photocopier. Moi, je l'ai fait, hein, j'en ai un exemplaire ici, par exemple. Voilà, petite photocopie que, lors de la première partie, je donne aux joueurs, hop, en passant comme ça derrière l'écran, afin qu'ils aient leur petit courrier de bienvenue. Alors moi, personnellement, je l'ai joué différemment, c'est-à-dire que j'ai pas voulu jouer à Tourcoing. D'abord, je vais être très sincère avec vous, j'ai jamais foutu les pieds à Tourcoing. Et puis, j'ai pas voulu faire ça dans ma ville natale non plus, ni spécialement créer une ville pour ça. Je suis un peu parti du principe, comme dans le film original, que New York est un personnage de la franchise. C'est un personnage à part entière du film, et je pense qu'il est essentiel qu'il apparaisse dans le jeu de rôle aussi. Donc, moi, ce que j'ai mis en place, c'est le fait que les personnages sont les tout premiers franchisés de Ghostbusters.
Le premier scénario se déroule toujours quelques semaines uniquement après l'incident de Gozer. Les 4 Ghostbusters originaux ont déménagé dans leurs nouveaux locaux où ils n'ont en fait que des bureaux et aussi un laboratoire. Et la première franchise, qui est une franchise test, s'installe dans les locaux qu'on voit dans le film à la place des Ghostbusters originaux. Ça permet un lien avec le film qui est un petit peu plus aisé aussi pour les joueurs. Ça leur permet d'appréhender un peu l'environnement pour peu qu'ils connaissent un peu le film. Alors pour ça, il y a d'ailleurs au dos de ce manuel là, un beau plan tout bleu là, du quartier général des Ghostbusters. Alors là aussi, j'en ai fait une photocopie, et une photocopie bien pourrave, bien années 80, pour qu'on soit bien dans l'ambiance du jeu, et de l'époque où ça se déroule. Enfin bon, ça c'est mes petits trucs à moi. Alors, on va reprendre ce qu'on n'a pas terminé là sur ce premier booklet. Euh, donc il y a ce premier, la double page, ce dossier référence A. Il y a le dossier référence B. Alors dans le dossier référence B, il y a 10 minutes de jeu, hein, voilà, entre des personnages. C'est un peu comme un script pour donner une idée d'à quoi ressemble une partie de Ghostbusters. Et puis ça inclut aussi le contrat de franchise euh, qui lie la nouvelle franchise de Ghostbusters, donc les personnages, à Ghostbusters International. Alors évidemment, quand on s'amuse à le lire, c'est absolument illisible, hein. C'est l'objectif. L'objectif, quand même, c'est un jeu comique, donc il faut que légalement ça n'ait pas beaucoup de sens. Et ça aussi, systématiquement, en cours de partie, enfin au début de la première partie en tout cas, je le fais signer à la fois à Louis Bétuli, donc j'interprète en tant que PNJ, et puis à chacun des personnages pour voilà, mettre un peu la pression et montrer qu'ils sont liés d'une façon ou d'une autre à Ghostbusters International. Alors ensuite, dans le dossier de référence C, qu'avons-nous? Alors, on a une relax pour dommage. Alors ça, c'est assez génial. C'est un document que les casseurs de fantômes doivent obligatoirement faire signer à chacun de leurs clients avant le démarrage d'une intervention. Ceux qui ont vu les films s'en souviennent, à chaque fois qu'on utilise le pack de protons là, avec leurs effluves protoniques, en l'occurrence, il y a énormément de dégâts qui sont occasionnés. Donc, si les personnages oublient de faire signer ce document par leurs clients, eh ben, ma foi, ils sont tenus pour responsables. Avec ça, c'est l'assurance du client, pour peu qu'il en ait une, qui joue. Ah, voilà, ça permet d'avoir des scènes parfois un peu comiques, voire parfois un peu à rallonge. Donc, il faut voir si c'est vraiment judicieux de le placer systématiquement ou pas. Moi, j'en fais à chaque fois 4 ou 5 photocopies que je glisse aux joueurs en disant eh ben, n'oubliez pas, et puis à eux de voir. À l'intérieur, il y a une petite terminologie fantomatique, bah, ma foi, c'est assez standard, qui évoque les 7 classes de fantômes, qui vont de la classe 1, qui est juste grosso modo, une petite fumée vaporeuse, jusqu'à la classe 7. Alors la classe 7, là, on est carrément au demi-dieu ou au dieu type Gozer. D'ailleurs, c'est Gozer qui est représenté ici. Et puis ici, il y a une copie aussi que je fais à chaque fois et que je remets aux joueurs d'un permis temporaire qui est prodigué par l'Agence de protection de l'environnement. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Walter Penn et qui cause énormément de dommages involontairement par haine des casseurs de fantômes et par peur aussi des problèmes écologiques qu'il pourrait poser. Donc c'est assez sympa aussi d'avoir ce document et d'en faire une copie aux joueurs. Donc il y a déjà pas mal d'aides de jeu à la base, ne serait-ce que pour la session 0 ou la session 1. Ensuite, ben ça, ma foi, ce sont des plans qui sont liés au scénario, qui sont proposés dans la boîte de base. On va en reparler un peu plus en détail. Simplement, sur la dernière page, là, il y a un document que j'adore, c'est le testament et les dernières volontés que Ghostbusters International demande à chacun des personnages de signer par sécurité. Voilà. Donc ça aussi, à la session 0, systématiquement, je le fais remplir. On a un petit moment solennel et je le fais signer par chacun des joueurs. Donc ça donne un peu une idée de la tonalité du jeu. Alors, on va avancer un peu. Il y a 2 manuels qui sont présentés à l'intérieur de cette boîte. J'ai posé là, voilà. On va commencer par le tout premier, donc qui s'appelle le Training Manual,
qui est plutôt à destination des joueurs. Et puis, il y a le Operations Manual, qui là est plutôt, bien évidemment, à destination du MJ. Alors, l'épaisseur des deux n'a rien à voir, hein. Je crois que l'Operation Manual, voilà, il fait 64 pages précisément. Il fait 64 pages, puis il se termine par une magnifique publicité pour Paranoia, qui est aussi un jeu de rôle gigantesque. Et le Training Manual, en comparaison, fait que 24 pages. Donc c'est en effet léger. Alors, mode années 80, hein, donc c'est du noir et blanc, avec pas mal de petits dessins, de petites illustrations assez simples, mais qui sont assez sympas. Je trouve qu'elles vont bien dans l'esprit du film. Et puis il y a quelques photos aussi noir et blanc, pas du tout de couleur. Mais c'est pas spécialement dérangeant. L'idée quand même de base avec Ghostbusters, c'était d'avoir un jeu qui était, comme on dit, pick and play, hein, c'est-à-dire que hop, on l'ouvre et puis dans le quart d'heure qui suit, on y joue. Et le système de règles le permet parce que il est quand même très très simple. Quand j'avais commencé à l'étudier, moi en 1986, bon ma foi j'avais 14 ans, donc mon niveau d'anglais n'était pas aussi bon qu'il l'est maintenant, et j'avais bien évidemment mis un peu de temps à pouvoir en effectuer une traduction. Mais pour l'avoir relu en intégralité dernièrement, en une vingtaine de minutes, en fait, on peut acquérir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire un premier scénario, quoi. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu le contenu, la première partie, c'est la création du casseur de fantômes. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre les grandes cartes pour vous expliquer tout cela, parce que ces grandes cartes, ce sont les fiches de perso. Voilà. Elles sont un peu plus grandes qu'un paquet de clopes et un peu plus petites qu'une carte postale. Mais elles sont sympas, là, elles sont en couleur. Bon Dieu merci, je ne les ai pas utilisées. Alors, elles sont toujours en parfait état. Hein, il y a une page qui peut être photocopiée à la fin du training manual qui les reprend. Donc c'est celle-ci bien évidemment que j'ai photocopiée et utilisée. Il y a les personnages du film qui sont présentés. Hein, on a Egon Spengler, on a Peter Venkman, Dana Barrett, Winston Zeddemore, Janine Melnitz, la secrétaire, Ray Stantz, et puis, ma foi, ça doit être tout. Voilà, je pensais qu'il y avait Louis Tully, mais non, il n'y a pas Louis Tully. Ou alors, peut-être que depuis 1986, je l'ai perdu. Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, ça n'est pas très grave. Alors le système de règles, comme je disais, c'est un système D6, donc c'est assez simple. Comme on le voit là sur cette carte, le nom, c'est bien évidemment à votre choix. Et puis il y a surtout 3 parties, on va dire, importantes dans la fiche de perso. Il y a des traits, des talents et ce qu'on appelle les brownie points. Alors des traits, en fait, votre personnage est représenté par 4 traits de caractère essentiels. Brains, donc la cervelle, l'esprit, hein, l'intelligence, l'éducation, enfin voilà, tout ce qui a lié ça peut être aussi la perception. Muscles, donc les muscles, ok, donc ça c'est la force physique. Moves, qui est tout ce qui est agilité, dextérité, potentiellement perception. Et puis cool, qui est, ça peut être aussi bien la santé mentale que la capacité à jouer au poker et à bluffer. Alors, le système est simple. Vous disposez de 12 dés à répartir dans ces 4 traits. Sachant que le maximum de mémoire peut être... Alors le minimum est de 2 dans une caractéristique, et je crois que le maximum est 5. Ou 4 peut-être. Je vous avouerai que je ne me souviens plus. C'était pas très grave. Donc en tout cas, vous partez avec cette base de nombre de dés que vous dispatchez, et puis à charge pour vous de choisir un talent particulier pour chacun de ces traits de caractère. En Brains, par exemple, ça peut être archéologie. Ça peut être aussi, trouver rapidement un numéro dans l'annuaire téléphonique. Vous pouvez prendre n'importe quel type de talent, et le Ghostmaster, qui est donc l'équivalent du MJ, a bien évidemment tendance à encourager les joueurs à prendre des caractéristiques, enfin des talents, pardon, qui sont les plus drôles possibles et qui puissent apporter une petite touche d'humour au sein du jeu. Alors, il ne faut pas prendre non plus n'importe quel talent. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des talents qui soient des talents à la fois humoristiques, mais qui puissent représenter une utilité. Muscle, donc muscle, la force, c'est pareil. Donc ça peut être haltérophilie, par exemple. Ça peut être, je sais pas moi, lancer de chaise, si vous avez l'habitude de vous bastonner dans les bistrots.
moves, bah, ma foi, moves, ça peut être aussi bien la danse classique que le karaté. Et puis, cool, bah, vous pouvez avoir différents types de talents. Vous pouvez être très séducteur, vous pouvez charmer. Et puis, vous pouvez être aussi quelqu'un qui est, par exemple, qui reste froid face au danger. Voilà. Donc, il peut y avoir n'importe quel type de talent. Je vais vous donner l'exemple d'un flic qu'on retrouve dans un scénario justement de Ghostbusters dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard, peut-être pour la seconde édition. Euh, c'est un flic qui est calqué un peu sur Dirty Harry et sa compétence en muscles, c'est répandre de la cervelle sur les murs avec du 44 Magnum. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée du type de talent. Et alors le fonctionnement des talents, c'est très simple. Vous rajoutez 3D à, au total que vous avez en trait. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, euh, études occultes en talent pour Brains et que vous avez 3 en Brains, eh ben vous aurez 6 en talent études occultes. Si en muscles vous avez 2 et que vous avez le talent haltérophilie, eh ben 2 plus 3, vous aurez 5 en talent haltérophilie. Et puis, il y a cette ligne ici, les brownie points. Alors, brownie points, en anglais, la traduction, c'est bons points. Ok. Alors, les bons points, c'est tout type de points dans Ghostbusters. Donc, ça peut être des points de santé mentale, ce sont des points d'expérience, ce sont des points de vie. Pour peu qu'on puisse mourir, parce qu'en fait, on ne meurt pas vraiment dans Ghostbusters, mais je vais vous l'expliquer. Alors, on commence la partie avec 20 brownie points. Tout le monde a 20 brownie points ou 20 bons points. Dès lors qu'on fait des actions qui sont des super actions, et ben, le Ghostmaster va vous donner des brownie points supplémentaires. Et puis dès lors que vous faites des mauvaises actions et surtout que vous faites des chutes, que vous êtes terrifié face au danger, vous allez perdre les brownie points. Là aussi, les dégâts, hein, puisque ça fait office de points de vie, sont décomptés en brownie points. Alors, quand vous arrivez à 0 brownie points, vous n'êtes pas mort. Hein, c'est encore une fois, il n'y a pas véritablement de mort au sein de Ghostbusters. Ce que vous avez obligation de faire, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, c'est dépenser un point que vous avez, un dé que vous avez dans un de vos traits, pour récupérer 20 brownie points. Par contre, pour pouvoir récupérer votre point dans votre trait, votre dé dans votre trait, vous allez être obligé de dépenser 25 brownie points. Ce qui veut dire qu'il va falloir être super vigilant. Il va falloir faire des actions que le maître de jeu va récompenser par des brownie points, puisque les brownie points font aussi office de XP. Alors c'est un peu au bon vouloir du maître de jeu, il n'y a pas de règle précise. L'objectif, c'est que ce soit fun, encore une fois. Quoi. Voilà. Donc le système est très simple. On reviendra un peu sur le système basique. Voilà, ça c'est pour en tout cas la création de personnages. Donc vous imaginez un petit peu la réaction en effet de certains joueurs quand on leur a présenté le jeu à la sortie. On parle en plus de 1986, donc on est plutôt à une époque où les systèmes de règles sont assez crunchy. Et on leur pose sur la table une petite fiche comme ça en leur disant c'est ta fiche de perso. Ils avaient le sentiment de ne pas jouer au jeu de rôle, que c'était pas sérieux, mais que c'était plutôt une partie de 1000 bornes. Donc ça aussi, on y reviendra quand on reparlera de la deuxième édition, sortie en 90. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la création de perso, hein, c'est le démarrage, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, les brownie points, les différents traits, puis les différents talents. Il y a des exemples de talents qui sont donnés. Mais voyons, en cool, par exemple, il y a élever des enfants. Voilà, il y a des choses un peu comiques comme ça, comme talents qui sont possibles. Puis bon, là, il y a beaucoup de choses sérieuses, mais il peut y avoir des choses beaucoup plus drôles. Et en muscle, par exemple, le talent qu'il peut y avoir, c'est avaler de la nourriture. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis ça sont les explications concernant les brownie points. Alors il y a une dernière chose qu'on n'a pas vue là dans votre fiche de perso. C'est ici, là, il y a une petite case goal, donc le but. Hein. Ça, c'est un petit truc qui rajoute de la personnalité à votre casseur de fantômes. En fait, votre personnage doit avoir un but, enfin quelque chose qui le guide au quotidien, plus que véritablement un but, mais on va dire une attitude particulière. Donc si on parle de Peter Venkman, son but dans la vie, c'est le sexe. On le voit bien dans le film. Il y en a certains, c'est la richesse. Bon, ça, c'est le cas de Winston Zedmore. Ça peut être le fait d'être connu, ça peut être la science, ça peut être servir l'humanité. Vous pouvez choisir vraiment le but aussi, comme les talents, le but qui vous correspond. Euh, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il y a. Ah oui, par exemple, on va reprendre l'exemple de ce flic là dont je vous parlais, qui était inspiré de Dirty Harry. Son but dans la vie, c'était donner une leçon à ses punks.
Voilà, donc il était en fait drivé constamment par ça. Et ça, c'est pas mal en termes de personnalité, parce que le fait d'avoir ce drive au quotidien, ça vous permet de donner de la texture à votre personnage de manière très très simple, en fait. Encore une fois, on est sur du Ghostbusters, la création de perso, il faut que ça aille en 10 minutes, et qu'il faut qu'après, on puisse faire une partie en 2 heures, 3 heures, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la création de votre casseur de fantômes. Après les règles, les règles, si vous connaissez le système des 6, en l'occurrence, vous connaissez le système de règles de Ghostbusters. On a un niveau de difficulté qui va de 5 à 30, qui est déterminé par le Ghostmaster, et avec votre pool de dés, donc par exemple si vous avez, moi je ne sais pas, 5 dés en muscle, et ben vous lancez vos 5 dés, et si le niveau de difficulté pour soulever une haltère est de 10, et ben avec vos 5 dés, il faut que vous fassiez supérieur ou égal à 10. Donc voilà, donc le système, de manière basique, il est là. Alors maintenant, une petite spécificité qui est le Ghost Die. Le dé fantôme, donc qu'on voit ici, avec son petit logo Ghostbusters à la place du 6. Alors en fait, le principe, il est simple. Si vous avez, par exemple, 4 dés dans une caractéristique, on va prendre par exemple Moves, le mouvement, parce que c'est ce qui est utilisé pour tirer au Proton Pack. Et ben, si vous avez 4 dés, vous prenez 3 dés standards, plus le dé fantôme. On va dire que vous devez shooter au Proton Pack. En l'occurrence, pour un tir normal, à portée normale, va-t-on dire moyenne, le facteur de difficulté va être de 10. Si vous faites supérieur ou égal à 10, comme ici, eh ben, ma foi, vous avez atteint le fantôme. Si vous faites inférieur, vous ne l'avez pas atteint. Si vous faites inférieur et que vous tombez sur le petit logo Ghostbusters, non seulement vous n'avez pas atteint le fantôme, mais en plus de ça, il y a une conséquence négative qui à chaque fois est du roleplay et qui doit être complètement imaginée par le maître de jeu, par le Ghostmasters. Et puis même chose, si vous faites un jet qui est un jet supérieur, mais avec le dé fantôme, donc vous avez réussi votre action, mais pour autant, il en découle quelque chose de négatif qui là aussi doit être imaginé sur l'instant ou dans l'action d'après par le Ghostmaster. Alors il y a des exemples là des niveaux de difficulté qui sont bien évidemment à l'image du jeu, donc relativement comiques. Par exemple, succès automatique, donc vous n'avez pas besoin de faire de jet. Réussir à dormir en ronflant dans votre lit. Easy job, donc avec une difficulté de 5. Réussir à dormir en ronflant dans un hôtel bordélique. Normal jobs, donc 10, c'est réussir à dormir en ronflant durant le boulot. Et puis je vais passer directement au tout dernier en boulot impossible, donc où il y a une difficulté de 30. C'est réussir à dormir à côté d'une éruption volcanique. Voilà. Donc là, c'est un jet de cool en l'occurrence qu'il faut faire, qui serait supérieur à égal à 30. Donc voilà, donc là on parle du Ghost Die. Un autre aspect qui est le conflit. C'est-à-dire que le niveau de difficulté, en fait, n'existe plus. Le niveau de difficulté est généré par le trait du personnage adverse. Par exemple, vous êtes en train de faire du combat au corps à corps. Vous avez 3 en muscle. Donc, vous prenez 2 dés plus le dé fantôme. La personne qui est en face de vous, c'est une petite vieille qui a 2 en muscle, donc elle prend, ma foi, 1 dé plus le dé fantôme, et puis le Ghostmaster lui accorde un dé supplémentaire, donc elle est à 3 dés aussi, parce qu'elle a un bonus, parce qu'elle vous tape avec son parapluie, et ben vous lancez 3 dés, elle lance 3 dés, et c'est le score le plus élevé qui gagne l'attaque durant ce round. Alors, le round de combat, il est très simple. Le Ghostmaster déclare les PNJ leurs actions, puis il demande à chacun des PJ de déclarer leurs actions dans le sens qui est normalement de droite à gauche, donc il n'y a même pas d'ordre d'initiative. Et puis après, on envisage, en fonction de la description de chacune des actions et de leur durée, dans quel ordre ça se déroule, et puis on fait les jets en conséquence. Voilà. Et puis encore une fois, on est dans Ghostbusters, donc il n'y a pas vraiment de mort.
Si, par exemple, des terroristes s'amusaient à mettre une bombe dans votre ectomobile, bah, même si elle explose, vous en ressortiriez assis derrière un volant, le tenant à la main. Il ne resterait plus que le cadre métallique de la voiture et vous en sortiriez noirci par l'explosion et le scalp fumant, en passant peut-être 2 semaines, 3 semaines à l'hôpital, et puis après vous ressortez. Bon, ce qui veut dire que potentiellement ça peut vous éliminer pour le scénario, hein, vous ne le finirez pas, mais votre personnage n'est pas mort. Encore une fois, les morts, ce sont les fantômes, et dans Ghostbusters, ils sont plutôt fun, quoi. Ils sont pas vraiment humains, quoi. Voilà. Donc, après, il y a les équipements. Alors, les équipements, là, il y a toute une description, et ce sont en fait les petites cartes dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, un joli dos avec le logo Ghostbusters. Et puis, sur le devant, de l'autre côté, il y a la description de chacun. Celles-ci sont un peu à part, je vais l'expliquer juste après. Voilà, chacun des accessoires. Donc, encore une fois, on est en 1984, donc il y a talkie-walkie, caméra infrarouge, et puis il y a des choses vraiment liées au film, hein, comme le psychotentiomètre, le PKE-metteur, le piège à fantômes, l'ectovisor, etc. Il y a des bouquins aussi, dont sont fait référence d'ailleurs dans le film pour la plupart. Il y a un téléphone cellulaire, voilà, un téléphone sans fil de 1984, donc qui est en l'occurrence dans la voiture. Voilà, donc il y a tous ces... Alors il y a des choses qui sont un peu plus improbables, hein, comme un parachute par exemple, comme un kit de plage, bah, sait-on jamais. Il y a un kit de plongée aussi. Voilà, il y a un kit d'escalade aussi avec une jolie tyrolienne. Voilà, il y a un vieux caméscope, là, type celui qu'avait Marty McFly dans Retour vers le futur. Il y a un compteur Gégère. Bon, voilà. Il y a, il y a un tas de petits. Voilà le kit des alpages, là, le kit d'escalade, avec la jolie tyrolienne. Et puis, bien évidemment, les Proton Packs, hein, qui sont impératifs pour chacun des scénarios et chacune des missions. Alors, bah, ces cartes, en accord avec les règles, normalement, chaque joueur a le droit d'en prendre 3. Donc, bah, moi, je les aligne sur la table, hein. Ça permet plus de lisibilité. Et puis, les joueurs en prennent. Moi, je n'utilise pas la règle, hein, des trois articles, des 3 pièces d'équipement, parce que je la trouve relativement peu logique. Euh, Ils ont une ceinture, là, les Ghostbusters, multi-usage avec des mousquetons, donc je pars pas du principe qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais s'ils prennent des choses et qu'ils ont un endroit raisonnable où le placer, bah, je pars du principe qu'ils peuvent partir avec, ou alors, s'ils n'ont pas assez de place sur eux, mais qu'ils souhaitent le mettre dans la bagnole, et puis bah, ils le laissent à l'arrière, et puis quand ils vont en mission, s'ils ont besoin de ressortir et de rentrer à la voiture pour le rechercher, je leur autorise sans aucune difficulté. Voilà. Mais normalement, c'est trois équipements. Et puis, hop, ça c'est juste un disclaimer. Et puis il y a aussi des petites cartes de visite. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Ça, j'aime bien les poser à côté des cartes enfin, des cartes de personnages, j'ai envie de dire, parce que c'est pas des fiches, hein. Mais juste à côté des fiches de personnages, en effet, avoir ces petites cartes de visite à refiler au PNJ quand on les croise, ça a quand même vachement de gueule, c'est vachement sympa. Voilà. Donc, on a toutes ces explications donc, sur l'utilisation du matériel, mais c'est assez basique. Et puis, quelques explications de base pour terminer sur ce qui est surnaturel. Et en fait, le truc qui est assez cool, c'est que plutôt que d'avoir une longue explication, le truc est très succinct, hein, ça tient sur 2 pages, enfin 4 pages avec relativement peu de texte, et c'est juste une conversation entre les Ghostbusters qui voilà, explique un peu les bases du surnaturel tel qu'il est vu dans le premier film. Donc assez simple, mais plutôt cool, et puis suffisant en tout cas pour les joueurs, et presque même d'ailleurs pour le MJ. Et puis, bah, on termine sur cette page dont je vous parlais avec les fiches de perso. Donc, sur une page, il y en a 6 qui tiennent. Et il y a un petit mot ici des auteurs qui disent que si on a besoin de plus de cartes d'identité de Ghostbusters, on peut copier cette page. Allez-y, vous avez notre permission. Donc, c'est bien, on a leur permission, on peut y aller. Et puis, ça se termine en codo par les plans du QG original du premier film. On passe au deuxième et dernier livret. Alors, vous voyez, je les avais bien couverts à l'époque, hein, c'est encore la couverture d'origine. C'est à l'époque où je prenais très soin de mes jeux de rôle, j'en prends toujours soin, mais je ne les couvre plus. Je devrais certainement. Voilà. Donc,
Là, on est sur quelque chose d'un peu plus copieux déjà. Bon, on le voit en termes d'écriture, hein. C'est pas aussi aéré que ça l'est dans le premier. Il y a aussi moins d'illustrations, quand même pour ainsi dire pas. Il me semble qu'il y en avait quelques-unes, si, je vais en croiser une là. Ouais, quelques photos aussi, mais il y a quand même relativement peu de choses. Pour autant, bah, il y a un tas de choses intéressantes pour le maître de jeu. Et puis dès qu'on a passé la petite page d'introduction, en fait, on en a suffisamment pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a 30th and Lexington qui est le premier scénario. Alors c'est un scénario qui est super basique, super basique, qui peut être fun si vous avez des joueurs qui sont des joueurs proactifs et que vous les prévenez qu'on va juste se marrer pendant 2 heures, quoi. Donc ils peuvent y aller, ils peuvent se lâcher. Bon, faut, comme pour n'importe quelle partie de jeu de rôle à mon sens, faut pas non plus que ce soit la franche déconnade. Mais il y a de quoi vraiment se marrer. Les casseurs de fantômes sont appelés par la police parce que à l'angle des deux rues que sont la 30e et Lexington, il y a un taxi qui a pris, semble-t-il, forme humaine ou forme fantomatique. Euh, il y a bien évidemment incapacité de rentrer à l'intérieur du taxi parce que bah, c'est d'une dangerosité totale, on risque de se faire rentrer dedans. Donc voilà, il y a toute une phase d'approche qui peut être assez comique déjà. Et une fois rentrés à l'intérieur, les personnages se rendront compte que il y a une statuette d'une sorte de chien antique, dont le propriétaire est un gars qui vient du Moyen-Orient et qui est posé en haut d'un lampadaire terrifié. Et bah, c'est à eux de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre cette statuette, ce personnage, et puis la possession, semble-t-il, du taxi. Donc il y a ouais, 2-3 heures de jeu maximum, mais qui peuvent être quand même assez fun. Comme il y a une situation et qu'il n'y a pas véritablement de système de résolution, c'est à l'inventivité des joueurs que ça doit être résolu. Et dans ce cadre-là, c'est plutôt sandbox, quoi. Donc ça, c'est assez agréable. Mais voilà, ça reste de l'introduction quand même, ça reste de l'intro. D'ailleurs, ce scénario-là, dans la deuxième édition, ils le transformeront en scénario solo, type chapitre numéroté, comme les livres dont vous êtes le héros, en guise d'introduction au jeu. Donc ouais, c'est quand même relativement court et relativement simple pour que ça puisse être fait. Voilà. Alors juste après ce premier scénario, il y a quelques premiers conseils pour la masterisation. Donc ça c'est pas mal parce que fruit de cette première expérience, ben, le MJ peut voilà, puiser quelques idées supplémentaires. Et puis là on rentre sur un scénario un peu plus gros, un peu plus copié, qui s'appelle The Couch Potato, que j'ai dû personnellement masteriser je crois 2 fois, 2 ou 3 fois, que j'aime très moyennement en fait. C'est un cas de hantise tout à fait standard dans les sous-sols d'un immeuble de Brooklyn. Et les personnages, en fait, vont passer d'étage à étage pour rencontrer les différents habitants de ce bâtiment et savoir d'où vient la problématique. Donc, c'est surtout, en fait, la discussion avec les PNJ qui est assez sympa, mais la résolution reste une résolution qui est très simple. Il y aurait eu un petit twist, il y aurait peut-être quelque chose qui aurait vraiment généré une surprise. Euh, Parce que tout se résout au final plutôt à la cave, où se trouve en fait un poste de télé hanté. Je sais pas, il y aurait eu un passage par exemple dans une émission de télé, à un moment, une sorte de portail dimensionnel, ça aurait pu être peut-être un peu plus rigolo, un peu plus, voilà, ça aurait pu provoquer quelque chose d'un peu plus étonnant. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc voilà. Alors il y a un petit truc qui est sympa, c'est qu'il y a un personnage qui est le docteur Hunter Panama, qui est en fait basé sur Hunter Thompson, le journaliste Gonzo, qui est interprété par Johnny Depp dans le film de Terry Gilliam, là, Fear and Laughing in Las Vegas, qui est basé sur un personnage, c'est un personnage réel, Hunter Thompson. Et le fait est que le personnage, que Bill Murray, pardon, l'interprète de Peter Venkman, a été aussi l'interprète de Hunter Thompson dans un autre film. Et là, l'idée, c'était d'avoir Hunter Thompson, mais interprété par Peter Venkman. Donc, en fait, vous retrouvez un PNJ s'appelle le Dr Hunter Panama, mais qui ressemble quand même physiquement vachement à Peter Venkman. Donc voilà, ça c'était un petit private joke, un petit clin d'œil. Mais bon,
Pour autant, voilà, le scénar n'est pas plus excitant que ça, à mon goût en tout cas, même si, encore une fois, je l'ai masterisé, je pense 3 fois. Et puis il y a voilà, les plans complets du bâtiment, les différents étages, incluant même le toit, et puis le sous-sol où le final se déroule. Et puis il y a un autre scénario qui, à mon goût, est un peu plus intéressant, qui s'appelle The Horror of Biomed Chemtech. Donc Biomed Chemtech, c'est une très grosse société. Vous imaginez un super consortium sans âme, pharmaceutique, qui fabrique quantité de produits chimiques qui vont des pastilles de vitamine D jusqu'aux bonbons napalm. Et c'est littéralement ça. Qui est un groupe absolument tentaculaire, qui a des intérêts gouvernementaux partout, enfin bref, etc., etc., et qui a une usine avec des laboratoires de recherche dans un endroit de New York que moi de mémoire j'ai situé dans le New Jersey. Je ne l'ai pas mis à New York, je l'ai mis dans le New Jersey parce que c'est un peu éloigné. Euh, et ben, les casseurs de fantômes sont appelés par Stanford Kovacek, qui est le directeur des opérations, donc le big boss là, de cette boîte tentaculaire. Et le scénario se déroule en huis clos. C'est pas une chasse aux fantômes. En fait, les personnages rentrent dans l'LD. Donc tout le scénario se déroule dans l'LD, qui est un laboratoire de recherche assez grand de Biomed Chemtech, parce que des recherches génétiques et des tests génétiques ont transformé des poubelles en êtres vivants. On en voit un ici, là, ce qui s'appelle des garboïdes. Et là, ce ne sont pas des fantômes. Donc, à coup de proton pack, on peut strictement rien faire. Et tout le dilemme de ce scénario, que moi j'ai bien aimé, puis relativement simple, parce que c'est encore une fois, c'est un huis clos, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire de ces garboïdes. À savoir, ce sont des formes de vie, donc bah, on peut les tuer, c'est sûr, mais voilà, c'est tuer une forme de vie, donc il y a un problème qui est un problème moral. Et puis, bah, à côté de ça, Biomed Chemtech pourrait certainement faire des sommes délirantes sur ces pauvres créatures. Est-ce que véritablement c'est souhaitable? Donc il y a un intérêt qui va un peu plus loin que le petit fun de base. Et là aussi, il y a des possibilités de fin de scénario qui sont énoncées, mais vous voyez, il y a marqué The End, mais avec un point d'interrogation. En l'occurrence, c'est un peu au personnage, et donc aux joueurs, de trouver une solution par eux-mêmes. Donc il y a un côté un peu sandbox que moi j'aime bien. Alors après, il y a d'autres conseils de masterisation. Ça permet d'aller un petit peu plus loin dans les règles, mais bon, c'est surtout vraiment de la narration, hein. Après, on rentre dans les règles qui concernent les fantômes. Alors là, c'est des choses qui étaient complètement absentes du training manual, parce que ça concerne vraiment le MJ. Et ça, c'est assez sympa, même si, encore une fois, ça reste relativement simple. Alors les fantômes ont deux caractéristiques, enfin trois va-t-on dire. Ils en ont une qui s'appelle l'ectoprésence, qui est donc la présence ectoplasmique, et qui leur fait un peu office de point de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les atteint avec un proton pack, ils perdent un point d'ectoprésence. Quand ils arrivent à 0 point d'ectoprésence, si on essaye de les atteindre avec 2 proton packs, eh ben, on peut les emprisonner, comme dans le film, et puis glisser en dessous un piège à fantôme, l'ouvrir et emprisonner le fantôme. Et globalement, c'est terminé. Donc voilà à quoi sert l'ectoprésence. Au-delà de ça, il y a une autre caractéristique qui s'appelle power, le pouvoir. Donc ça, c'est un nombre qui va de 1 jusqu'à 100 millions, et qui est la seule caractéristique qui est utilisée pour les lancers de dés. C'est-à-dire que pour n'importe quelle action, si un fantôme a 4 en power, eh ben il lance 4 dés, 3 dés standards, plus le dé fantôme. Et à l'inverse des joueurs, si il tombe sur le dé fantôme, ça a une action bénéfique pour lui. Donc ça, c'est une petite particularité des règles. Autant ce fantôme est maléfique pour les casseurs de fantômes, autant il est bénéfique pour les fantômes. Donc ça, c'est assez sympa, quoi. Et puis, au-delà de ça, donc c'est la troisième, entre guillemets, caractéristique, il y a les special abilities, donc les habilités particulières, qui sont définies en nombre par la quantité de pouvoir qu'on a. Si en power, vous avez 3, enfin votre fantôme a 3, et ben en l'occurrence, vous aurez 3 special abilities. A priori. Maintenant,
Il y a quantité de règles qui fonctionnent un petit peu différemment en fonction des scénarios. Et puis il y a des tables, hein. On peut, si on le souhaite, lancer un dé aléatoirement, dire ben voilà, j'ai fait un, donc le power, l'habilité spéciale de mon fantôme, ce sera slime, donc à savoir, il pourra engluer. Voilà. Donc engluer, ça permet de perdre des points, des brownie points au casseur de fantômes s'il rate son jet de coude. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la création des fantômes. Derrière, quantité de règles particulières peuvent être créées et les auteurs des scénarios ne s'en privent pas. Alors, autre règle, la recherche scientifique. Alors, vous vous souviendrez que dans le film, tout le matériel a été créé en fait par Egon Spengler et Ray Stantz. L'idée ici est de reproduire un peu cette démarche, c'est-à-dire de dire que si les joueurs, pour se sortir d'une situation, ont le sentiment de devoir créer par eux-mêmes un équipement, s'ils ont une idée qui est à la fois loufoque, mais raisonnable, va-t-on dire, dans le cadre du jeu, eh ben, ils sont encouragés par les règles, hein, avec un système simple, des jets de brains, et puis surtout une liste des problématiques qui peuvent être rencontrées, donc là sont plutôt à l'initiative du Ghostmaster. Ils peuvent tout à fait y arriver. Donc voilà, là aussi il y a un côté très sandbox, parce que c'est des choses qui ne sont pas du tout prévues par les scénarios, mais si les joueurs sont suffisamment inventifs, ça peut en plus avoir des effets qui ont des effets bien évidemment très cocasses, s'ils s'en sortent avec un petit fantôme lors de leur jet de Brains. Après, bah là c'est toutes les explications pour comment mettre en place une franchise. Donc là, en effet, on parle du fait que vous pouvez jouer des personnages qui sont des gens qui vivent dans votre ville, et puis, bah, vous pouvez, là ils disent, voilà, getting local maps. Donc, bah, l'idée c'est peut-être que vous ayez une carte de votre ville, choisir l'endroit où vous aurez votre quartier général, élire les gens importants au sein de votre franchise, donc qui est le directeur, qui est le secrétaire, qui est le trésorier, qui est le président, etc., etc. Les montants qui sont à payer, de quelle façon ça fonctionne, qu'est-ce que vous devez rétribuer à Ghostbusters International, etc., etc. Il est même précisé en fait que la première aventure pourrait être presque la négociation avec Ghostbusters International, à savoir de quelle façon vous souhaitez gérer les choses. Et puis après, là, on rentre dans du game mastering pur et dur. Voilà, il y a deux exemples de campagne. La première étant celle du film, hein, l'histoire du film, Gozer le Gozerien. Et puis, derrière, pardon, il y a des idées d'aventure. Alors ça, je trouve ça assez génial. Il y a, je sais plus, je crois que c'est 21 de mémoire. On va regarder si j'ai bonne mémoire. Oui, 21. Il y a 21 idées d'aventure, voilà, qui tiennent en 3-4 paragraphes. Alors en général, comme ce sont des idées d'aventure, ce sont évidemment que des ébauches. Donc il n'est pas systématiquement super aisé de se faire juste une lecture d'une des idées et puis d'en sortir pile poil avec un scénario 10 minutes plus tard. Mais pour quelques heures de jeu fun sur quelque chose de relativement simple, c'est pas mal. Par contre, si on y passe un peu plus de temps, il y a des bases de travail qui sont vraiment bien et qui peuvent amener à des idées sur des choses un peu plus grosses. Je prends celui-ci parce que justement, là, c'est celui que j'ai juste devant moi. Floor 13, donc, qui est le 13e étage. L'histoire, c'est ce que j'aime bien celui-ci. Je me demande d'ailleurs s'il y a quelques années, j'avais pas fait un truc à partir de ce truc-là. Bref. Ça me rappelle aussi un épisode de la 4e dimension. Enfin, quand je vais vous lire le truc, pour certains d'entre vous d'ailleurs, ça va peut-être parler. Mais entre minuit et 2 heures du matin, toutes les nuits, dans un grand bâtiment qui est un grand magasin, il y a un petit bouton 13 qui apparaît sur le pupitre de l'ascenseur, et il y a un 13e étage fantomatique qui apparaît toutes les nuits pendant 2 heures. Et donc les Ghostbusters sont envoyés entre minuit et 2 heures du matin, et puis ils découvrent un étage qui est en effet un étage fantomatique, avec des squelettes fantomatiques, donc spectraux, habillés en fringues victoriennes, donc fin 19e siècle, et puis derrière, à travers les fenêtres, il y a la vue sur une ville fantomatique, un New York fantomatique de la fin du 19e siècle. Et puis, bah, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe pour nous dans la, entre guillemets, réalité, à savoir nous, ben, ce sont les fantômes qui nous font peur, eux, ce sont les vivants qui leur font peur. Donc voilà, il y a une espèce de chasse aux Ghostbusters, et puis bah, les Ghostbusters eux-mêmes doivent résoudre le problème.
Alors comment? Bah, il y a des propositions dans le jeu, hein, soit, réussir à convaincre, les squelettes qu'ils sont morts et que voilà, il faut qu'ils repartent dans leur dimension. Faire accepter, au patron du magasin que, bah, entre 0:00 et 2 heures du matin, de toute façon, il y a pas beaucoup de clients a priori, donc bah, ils sont là et puis, c'est comme ça et pas autrement. Et puis sinon, bah, là aussi, il y a un côté sandbox. Si les joueurs réussissent à revenir vers le Ghostmaster avec des idées un peu plus pertinentes, un peu plus rigolotes, et ben, rien n'empêche d'aller de l'avant. Alors après, on peut aller beaucoup plus loin. On aurait pu dire que si on prend juste cette base-là, eh bien, entre minuit et 2 heures du matin, les casseurs de fantômes vont carrément sortir du 13e étage, vont aller déambuler dans cette ville fantomatique, et puis c'est peut-être là qu'ils vont réussir à trouver la cause de l'apparition de ce 13e étage et le faire disparaître pour pouvoir rentrer, eux, dans leur dimension, qui est notre réalité. Donc il y a plein d'idées comme ça. Thanks for the Memories, par exemple, c'est un scénario qui a pour base des vampires. Euh, Ça, c'est un scénario, enfin une base de scénario avec un Saint-Bernard-Garou. Ça, c'en est un autre avec des vieillards qui sont les membres d'une société secrète, très Lovecraftienne, et qui veulent absolument voir l'avènement des grands anciens, mais c'est des très grands anciens, type des très grands dieux vieillards. Donc il y a un côté très EHPAD, mais bien évidemment EHPAD rigolo, cette idée de scénario. Fragments of Scotland, ça commence par une hantise, par une cornemuse dans un bâtiment, et c'est une cornemuse fantôme, donc qui joue de la cornemuse là toute la nuit. Et en fait, à chaque fois que les casseurs de fantômes y retournent, parce que quand ils en détruisent une, ils ont le sentiment d'avoir réglé le problème. Et en fait, la nuit d'après, ils sont rappelés parce que c'est plus une cornemuse, mais c'est 5 cornemuses. Et puis, quand ils ont réussi à détruire ou isoler les 5 cornemuses, la nuit d'après, c'est 10 cornemuses. Puis ça continue jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un personnage qui pose problème, qui a un ancêtre écossais qui a besoin de rédemption dans l'au-delà, etc., etc. Mais là aussi avec une fin qui est une fin très sandbox. Donc il y en a quelques-uns comme ça qui sont sympas. Moi j'aime bien celui-ci aussi, The Doppelganger, où en fait bah, t'es un Ghostbusters, tu te balades dans New York, et puis t'as la surprise de voir sur le trottoir d'en face ton Doppelganger. Donc quelqu'un qui est exactement comme toi, qui te ressemble trait pour trait, qui porte tes vêtements, et quand il te repère, il fuit. Et puis à partir de là, bah, il y a toute une base de scénarios qui peut être vachement intéressante et assez rigolote. Voilà. Il y en a avec une momie. Alors, c'est même pas une momie, en fait, c'est l'orteil d'une momie. L'orteil d'une momie qui s'échappe. Et qui bah, va, évidemment, comme toutes les histoires de momies, il y a une histoire de malédiction. Elle doit se venger de personnes qui ont coupé cet orteil sur sa momie quelques millénaires auparavant. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez rigolotes, assez sympathiques. Il y en a avec un robot gigantesque aussi, type années 30. Donc voilà, donc il y a quantité comme ça, il y a 21 histoires. Et puis alors encore plus fort, il y a comme on a toutes ces bonnes vieilles tables là de génération de rencontres dans les bons vieux jeux de rôle. Là, on a une table de génération d'aventures aléatoires. Donc il y a 3 tables. On peut lancer en fait 6d6, parce que ça va de 11 à 66. Euh, En fait, je suis complètement stupide, il suffit de lancer 2d6, pardon, hein. Un pour les unités et un pour les dizaines, donc 35. Oui, c'est exactement ça, d'ailleurs, c'est pas du tout 6d6. Donc là, j'ai fait justement 35. Donc c'est un plombier qui appelle les Ghostbusters, parce que 33, il a un problème dans sa boutique, dans une boutique. 34, et il a un problème parce qu'il a un lustful ghost, donc à savoir un fantôme épris de luxure. Donc voilà, on imagine un truc un peu glauque au niveau sexe, mais bon, on voit déjà ça à travers le personnage de Venkman dans les films. Donc voilà, donc là, ces tables, elles sont, donc c'est vraiment, vous imaginez, vous asseyez à la table, vous êtes avec quelques potes, chacun a sa petite bière tranquillement, et puis vous avez le bol de cacahuètes au centre, et puis le Ghostmaster dit, tiens, si on se masterisait une petite partie, il lance 3 fois ses 2d6, et hop, il vous pond une petite aventure, comme ça, de manière improvisée. Alors après, il y a les routines. Les routines, ça c'est un truc que j'ai un peu utilisé, mais qui à la longue en fait peut prendre beaucoup de temps et être contre-performant en termes de résolution du scénario.
C'est-à-dire on va partir du principe que, il y a certaines scènes qui peuvent être des routines en tant que telles. Par exemple, une poursuite en voiture. Donc, il va y avoir 3 phases, une phase A, une phase B, une phase C et pour chacune d'entre elles, vous, lancez un des 6. Donc là, par exemple, j'ai fait 3. 3, bah, vous cherchez partout, mais vous n'arrivez pas à trouver les clés de la voiture. Donc vous êtes obligé de faire un jet de brain pour les trouver. Si vous n'y arrivez pas, vous utilisez un taxi et vous allez à la phase B. Si vous y arrivez, ben, ma foi, vous démarrez votre voiture, vous retrouvez les clés et vous partez avec votre bagnole. Et ainsi de suite. Alors le problème, c'est que ça a tendance parfois à rallonger pas mal. Puis je dis en plus, là, il y en a 4 des sections, c'est même pas 3. A, B, C, D. Et pour les avoir expérimentés, ça peut donner 1 heure de jeu supplémentaire. Et 1 heure de jeu qui fondamentalement sert pas à grand chose. C'est presque une aventure dans l'aventure. Alors il y en a une quand même qui est pas mal, qui est Going to Court, ce qui veut dire passer en justice. Et on sait que c'est quand même un truc qui arrive potentiellement assez régulièrement dans les 2 films. Alors, ensuite, A Cast of Thousands, ça c'est une liste de PNJ qu'on peut utiliser comme on le souhaite. Je crois d'ailleurs qu'on en retrouve certains dans le... Bah ouais, tiens, on retrouve Jake Westry, justement, il est là. Le flic là dont je parlais un peu plus tôt. Ce sont des PNJ qu'on peut utiliser comme on le souhaite. Et comme l'univers est quand même relativement, encore une fois, sandbox à mon sens, enfin en tout cas pour un jeu de 1986, bah, on peut aller rechercher aussi des informateurs, des gens que les PJ connaissent. Et il y a de tout, quoi. Il y a, voilà, par exemple, là, il y a un serveur, une serveuse, pardon. Là, il y a un garçon voilà, qui vit dans les rues. Là, il y a George Smith et Mike Jones, qui sont 2 agents du FBI, qui se ressemblent énormément. Là, il y a un chauffeur de taxi. Là, il y a un flic de rue. Voilà, là, il y a un vendeur de hot dog. Voilà, il y a un tas de gens comme ça. Là, il y a un avocat. Il y a quelques avocats, d'ailleurs. Là, il y a des scientifiques, par exemple, hein, ils sont tous différents. Il y a la famille de la mafia aussi, voilà, il y a Papa Joey, qu'on retrouve d'ailleurs dans un scénario dont je parlerai, qui va avec la 2e édition. Il y a des prêtres aussi, là, le Father Luigi, par exemple. Bon, donc il y en a vraiment un petit paquet, il y a même des occultistes. Il y a des membres de l'hôpital, on ne sait jamais, c'est toujours bien de pouvoir voilà, sortir un docteur comme ça de sa poche, sait-on jamais. Et puis il y a quelques aliens, là, quelques fantômes, ouais, quelques fantômes, mais relativement peu de choses, hein, somme toute, en termes de fantômes. Donc rien de vraiment très excitant à exploiter. Bon, ça, voilà, ça donne surtout des idées de ce qui peut être fait. Et puis il y a encore une fois cette merveilleuse pub pour Paranoia. Et voilà. Et on a terminé pour le contenu de la boîte de base de Ghostbusters.